remercie finalement le Covid parce que... Attendez, bougez pas. Je remercie le Covid parce que c'est grâce au Covid qu'on a découvert cet endroit, ce jardin Bobinec, que même les Rochelais ne connaissaient pas. Est-ce qu'il y a des Rochelais? Oui. Bah, quand on a demandé aux Rochelais, quand on a dit le jardin Bobinec aux Rochelais de l'équipe, ils ne savaient pas où c'était. Émilie? Elle est où, Émilie? Bref, peu importe. En tout cas, c'est un endroit magnifique. Et je trouve que ce côté un petit peu comme ça, associatif, voilà, la pelouse, l'herbe, enfin, c'est vraiment un chouette endroit pour une rencontre. Et voilà, vous connaissez tous Eric Fotorino du journal Le 1, qui est on dit journal, on dit magazine, on dit hebdo. Oui, on dit une passion journalistique. Hein. Voilà. Et qui était à Rochelle, lui, et qui connaissait le jardin Bobinec. Ah oui, un grand groupe. Et donc, vous savez, le principe de ces rencontres, c'est d'interviewer des artistes. Et cette année, on s'est dit que, comme cet endroit qu'on a appelé ce village franco-océan, bref, c'était bien de faire une rencontre entre artistes et navigateurs, artistes et skippers. Et on a eu un casting de rêve cette semaine. Et aujourd'hui, on a Ben Mazué et François Gabard. Et ils sont en train de discuter déjà ensemble. Donc on va pas trop tarder. Eric, voilà, je vous remercie d'être tous là. Je remercie le 1 d'être partenaire depuis 5 ans. Il y a un très très beau numéro sur les francopholies et sur la chanson que vous pourrez avoir gratuitement. Merci Gérard. Moi, tu as tout dit en fait. Voilà, je voulais vous dire que là, on va avoir une discussion formidable entre nos deux invités et puis le rédacteur en chef du 1, Julien Bisson, et l'écrivaine Gabrielle Tulou. Mais vous pourrez prolonger cette discussion avec ce numéro qu'on vous offre, qui est là, qui s'appelle L'air du large. Et vous retrouvez Bernard Lavilliers, vous retrouverez Catherine Chabot, vous retrouverez aussi Arthur Levaillant, Arthur Teboul, Catherine Ringer, Yel. Bref, on a essayé, comme le dit Gérard, d'associer l'air de la mer et l'air d'une chanson. Et on a vu, en travaillant sur ce numéro, qu'il y avait beaucoup d'affinités entre chanteurs et navigateurs. Et d'ailleurs, il y a une petite curiosité, si vous allez sur Internet, une chanson de François Morel qui chante tous les navigateurs, tous les marins sont des chanteurs, mais tous les chanteurs ne sont pas des marins. Voilà, très bon après-midi et merci de votre présence. Après toi, vas-y Gabrielle. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux avec ce beau soleil et deux invités qu'on est très très heureux de voir réunis ici. Alors Ben Mazué, on a déjà eu tous les deux d'ailleurs la joie de te recevoir il y a 3 ans, ici, sur une conversation. Petite présentation très rapide parce que je ne crois pas que ça soit tellement la peine ici de te présenter. Donc auteur, compositeur, interprète, c'est ton 4e album, Paradis, qui a été nommé d'ailleurs aux dernières victoires de la musique comme meilleur album de l'année. Et sur lequel on va revenir évidemment plus longuement, y compris sur le spectacle que j'ai eu la chance, sans doute comme beaucoup ici, de voir hier. Voilà. Et François Gabard. Sur le site, bonjour. Sur le site de Ben Mazué, on retrouve, j'ai beaucoup aimé l'expression de navigateur virtuose. C'est parfait pour nous parce que ça réunit la musique et la navigation. Là, 2013, vainqueur du Vendée Globe. 2014, vainqueur de la Route du Rhum. 2015, de la Transat Jacques Vabre. 2017, tu bats le record du Tour du Monde en solitaire en 42 jours. Voilà, merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de nous rejoindre. J'ai dû gagner une régate en optique juste là. C'est juste pour dire que je suis du coin. J'ai grandi en Charente. Ouais. Et c'était celle-là la plus importante. Ouais, voilà. Non, mais, et je dis souvent ça quand la première fois que j'ai traversé là le port, je me suis retrouvé tout seul à La Rochelle. Quand tu as 7 ans, c'est impressionnant. Donc, c'était 7 ans. À mettre en perspective avec des tours du monde. Et voilà, je suis pas rochelais, mais je suis charentais et j'ai commencé un peu le bateau dans le coin. Alors, on va discuter pendant 1 heure autour de la question de la création, de la chanson, et des liens qu'il peut y avoir entre tout cela. Et on s'est dit, pour cette semaine de conversation,
qu'on voulait vous poser à tous les invités, pour ouvrir ces rencontres, une même question, qui est la question de l'aventure. Parce que l'aventure, elle peut être aussi bien artistique que sportive, que culturelle, bien sûr, et chacun a sa propre définition de l'aventure, et on voulait savoir quelle était votre définition. Alors, Ben, de ton côté, qu'est-ce que c'est l'aventure pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque, ce mot? Ouais, c'est pas mal comme question en tout cas. Parce que je trouve que c'est assez à rapprocher de la vocation. C'est-à-dire que je pense que déjà, on peut en avoir plusieurs dans la vie, des aventures. Et après, moi, je dirais que l'aventure, c'est le fait d'avoir un rêve et de le poursuivre et d'être OK avec l'idée qu'il va y avoir des péripéties, des grandes joies, des grandes peines, mais que on avance vers le rêve. Voilà, pour moi, c'est un peu ça l'aventure. Pas ouf, d'ailleurs, comme définition, là, je suis en train de... Laisse-moi 5 minutes, je vais trouver mieux peut-être. Mais non, mais en fait, c'est ça, voilà. Poursuivre un rêve à travers des péripéties qui sont pas forcément désagréables, même si elles sont négatives. Voilà. François, sur ta propre conception de l'aventure? Moi, on se pose souvent la question, parce qu'on met souvent dans le monde sportif une opposition entre la compétition et l'aventure. Au Vendée Globe, on dit souvent c'est l'aventure avant, non, il y a plus de compétition, on les a souvent mis dans plus en plus. J'ai regardé une fois dans le dictionnaire, ou sur internet plutôt, parce que c'est vrai que j'ai plus de dictionnaire depuis longtemps. Alors je me souviens plus exactement, mais grosso modo c'était quelque chose, l'aventure, où on s'engageait dans quelque chose sans savoir ce qui allait se passer en fait. Je me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et du coup, la vie est une belle aventure, et grosso modo, il y a quand même, on sait rarement ce qui se passe demain, après-demain. Et donc en effet, des aventures, il y en a plein partout, tout le temps. Et il y en a, j'imagine, dans la musique, dans le sport et même dans la compétition. Du coup, il y a de l'aventure. On sait rarement qui c'est qui va gagner un match de foot ce soir, ou je sais pas, enfin bref, une compétition. Donc il y a souvent de l'aventure un peu partout. Et je trouve ça assez beau parce que justement, il y a de l'incertitude. En fait, on va dans quelque chose avec probablement une direction, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors les aléas de la vie, il y en a des vraiment heureux. Et c'est vrai qu'ici, les rencontres ne se font jamais au hasard. Mais là, on ne pouvait pas louper de vous rassembler tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre rencontre, du moins de... Est-ce qu'on peut parler d'abord d'une rencontre? Oui, mais à distance, d'abord en 2017. Ouais, moi, en fait, j'ai commencé... Alors, c'est assez rigolo, parce que je suis en train de réfléchir exactement au début du début. La première fois que j'ai écouté Ben Mazué, c'était sur le bateau. Parce que c'était un convoyage en mer, et puis on discutait, on écoute pas mal de musique sur le bateau. Et j'avais un mec de l'équipe qui dit « Ah tiens François, ça va te plaire, écoute ça ». Et donc j'ai écouté, et ça remonte un peu, parce que je pense que ça devait être en 2015 ou peut-être 2016, quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé. Je vais faire attention, je vais pas trop le flatter, sinon après il va rougir, il va être mal à l'aise, etc. Mais bon voilà, je suis assez fan de Ben et de ce qu'il fait. Et grosso modo, en particulier, c'est vrai qu'en 2017, quand tu as sorti l'album Les Femmes Idéales, je pense que je l'ai à peu près écouté en boucle pendant 2 mois et demi avant de faire un tour du monde, donc un record que j'ai fait l'hiver 2017-2018. Et voilà, il y a des choses que j'aime bien, j'écoute beaucoup de musique de manière générale, et c'est vrai que cet album, je l'ai vraiment écouté en boucle dans ma préparation. Et il génère, moi en tout cas, il génère beaucoup d'émotions. Et mine de rien, quand tu prépares un tour du monde, t'es quand même un peu c'est pas rien, hein. J'avais gamin, j'ai eu la naissance d'un enfant aussi à ce moment-là. Enfin, t'es quand même très très sensible. Et c'est chouette comment ça m'a vraiment accompagné pendant toute cette période-là. Là, je pense qu'à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, on s'était jamais rencontrés. Non, mais non. J'avais peut-être envoyé un message. Non. Excuse-moi, hein, je te dire. Non. Non, tu faisais des chroniques dans Le Monde, là, tu sais, tu chroniquais ton aventure. Dans Le Monde, c'était pas quotidien quand même, ça devait être hebdomadaire. Probablement, oui. Tu racontais... Alors, c'était ton tour du monde que tu racontais? Oui, je pense. C'est ça. Et donc, tu racontais ton tour du monde dans Le Monde, et tu disais, d'ailleurs, comme musique, en ce moment, j'écoute beaucoup Ben Mazué. Mon cousin, qui est ultra fan de toi, m'envoie la capture d'écran du Monde en disant « Regarde, François Gabard, il écoute ta musique ». Je dis « Ah, incroyable !» Parce que, faut imaginer que moi, j'ai une sorte de passion pour les sportifs de haut niveau. Je trouve que c'est quelque chose de très engageant, de très difficile, de très beau. Je suis très fan des sportifs de haut niveau. Et donc du coup, je vois ça, je me dis c'est extraordinaire. Et là-dessus, je suis contacté par France 2, je crois, qui était en train de préparer un documentaire sur toi.
ou quelque chose dans ce genre-là. Et là, ils me disent, si tu veux, on va lui envoyer une pastille quand il passera, je sais pas le Cap Horn. Est-ce que ça te dit de lui envoyer un petit message? Et donc là, j'étais avec mon pianiste et on s'est dit, bah oui, on va lui faire un message. En plus, il y a aussi, alors bon, on en parlera sûrement, mais entre la chanson française et la navigation, il y a une grande histoire. Renaud était hyper fan des navigateurs. Donc, bref, donc du coup, moi j'étais hyper touché à l'idée de pouvoir faire un message pour un navigateur qui était en train de battre le record du monde. Donc du coup, on s'est dit quelles sont les chansons qui nous font penser à la fois être en mer et être seul en mer. Et donc on a fait un medley avec 4 chansons, dont La mer de Traîner, ça c'était facile. Lonely Boy de Black Keys. Je sais plus les 2 autres. Ah si, il y avait Bob Marley et Juliette Armanet. Voilà. En disant, voilà, là je fais ce message en disant, bah voilà, François, moi je suis hyper touché, je donne tout le courage qu'il faut, qu'il te reste pour gagner. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que tu as gagné, à mon avis. C'est pas complètement. C'est bon, il y a la technique, mais avant tout, c'est ça. Bon. En tout cas, tu as gagné. Donc, relation de cause à effet, c'est assez facile à faire. Et alors, pardon. Bah non, mais du coup, faut... Et on s'était toujours pas vu. Je tiens à dire, là, on s'était toujours pas vu. À ce moment-là, on s'était toujours pas vu. Mais là, on commençait à être plus très loin de se croiser quand même. Ouais, exactement. Voilà. Et du coup, t'imagines, enfin, donc, ce qu'il faut, on va en parler aussi probablement, mais quand tu écoutes de la musique en mer, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que tu es dans un état mental qui est différent de quand tu es à terre. Tu es émotionnellement, voilà, tu vis des choses très 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 intenses. Et moi, quand j'écoute de la musique en mer et en course, c'est super intense. Donc déjà, quand j'écoutais Ben, entre guillemets, normalement, déjà ça me touchait. Et là, donc, tu fais le tour du monde, tu arrives au Cap Horn. J'avais un super chrono, enfin voilà, j'étais en train de faire un truc qui était quand même vachement bien. Les mers du Sud, mine de rien, c'est vrai que pour comprendre ce Cap Horn symbolique, c'est qu'en fait, quand tu fais un tour du monde, tu t'es fait toutes les mers du Sud, tu es un peu loin de tout pendant très longtemps, puis tu retrouves un peu tu te rapproches de la Terre, c'est un peu la dernière ligne droite. Donc, de fait, normalement au Cap Horn, tu es déjà aussi super sensible. Et là-dessus, j'ai vidéo de Ben Mazué avec un medley. Autant dire, déjà que j'écoutais en boucle, là je me suis retrouvé à devoir trouver de l'énergie pour mettre la musique encore plus souvent pendant 10 jours, et en effet ça m'a accompagné, ça m'a... Comment tu mets la musique? T'as un casque ou t'as des enceintes? Comment ça se passe? Ouais, j'ai des enceintes. Et alors okay. C'est vrai que c'est assez marrant. J'écoute beaucoup de musique à bord du bateau, par contre je l'écoute jamais dans un casque, parce qu'en même temps j'écoute le bateau aussi. Ouais. Et alors moi par contre ça me trouble, si jamais je mets quelque chose qui me bouche des bruits du bateau, là je suis vraiment complètement perdu. Donc je l'écoute vraiment avec des enceintes, donc en fait j'écoute un peu dans le bruit du bateau, parce que le bateau est assez bruyant. Et je pense, j'en suis même persuadé, on écoute beaucoup le bateau, donc je pense que l'oreille, quand je navigue, est de toute façon beaucoup plus en alerte que finalement quand je suis dans la vie de tous les jours, où je me sers peut-être moins de mes oreilles que quand je suis sur le bateau. Et donc je pense qu'on est en éveil auditif, je sais pas comment expliquer ça, et j'écoute de la musique sans la mettre quelque part trop fort. Enfin, il y a des moments où tu te fais plaisir, mais grosso modo, ça fait partie de la mélodie du bateau, quoi. Okay. Et tu sens, quand il y a un problème sur le bateau, tu l'entends en fait. D'accord. Et faut aussi, je crois que tu m'avais dit ça, il faut aussi préciser que les bateaux que tu pilotes sont tellement rapides qu'il y a beaucoup de chocs et que tu portes un casque parfois, non, sur la tête. Tu m'avais pas dit ça? Oui. Un casque pour te protéger la tête. Oui, parce que tu tapes. Pas un casque de musique. Non, pas un casque de musique. Ouais. Les gens non, mais c'est vrai que ça bouge pas mal sur nos bateaux et il faut se protéger. Et donc dans certaines conditions, je mets un casque. Parce que tu un casque de rugby. Ouais, un casque de rugby, tu m'avais dit. Ouais, c'est assez léger et ça. Alors je le mets pas tout le temps, heureusement, hein, mais dans certaines conditions, en effet. Et après, j'ai des tenues comme on pourrait faire du vélo, des choses comme ça, ou du ski, où on a des petits renforts au niveau des coudes, des articulations. Tellement tu cognes. Pour éviter de se faire mal quand tu cognes. Ah ouais. Non, et à quoi elle sert la musique? Ça. Ouais. À quoi est-ce qu'elle te sert la musique, justement, pendant que tu es en train de piloter? Est-ce que c'est pour se changer les idées? Est-ce que c'est pour se mettre dans certaines conditions, psychologiques? En fait, alors, donc je parlais de moi, depuis que je suis petit, j'écoute beaucoup de musique, et en fait, la musique m'aide à me concentrer. Je pense que ça vient du fait que j'étais à l'internat,
j'ai une famille, je faisais mes devoirs dans la voiture quand on allait faire des régates en optimiste à La Rochelle. Je faisais mes devoirs le soir, le dimanche soir en revenant de La Rochelle pour aller chez mes parents. Et moi j'ai toujours travaillé souvent dans un truc où il y avait sœurs qui faisaient autre chose ou les copains à l'internat qui faisaient autre chose. Et du coup la musique me permettait de me concentrer sur ce que je faisais. Et depuis que j'ai à peu près 15 ans. Probablement parce que je suis absolument nul en musique. J'ai aucune... La musique, j'ai pas de sens, j'ai aucune connaissance, je suis absolument nul. Donc je parle pas trop mal anglais, mais alors en plus la musique anglaise, du coup, tu vois, ça te fait un... Et du coup, j'écoute moins de musique française si je veux écrire un mail par exemple, ou si quand j'avais 16 ans, je voulais faire un devoir de maths, quoi. Ouais. J'étais plutôt dans un univers anglais, parce que je suis pas assez bon pour écouter les paroles et traduire en même temps. Et donc voilà, donc ça m'aide à me concentrer. Ça depuis 20 ans. Et sur le bateau, ça m'accompagne, parce que du coup ça me dérange pas, ça m'aide à me concentrer. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que ça m'accompagne aussi dans cet éveil acoustique, auditif, je sais pas comment on appelle ça, où je pense que je suis en alerte. Et puis ça, finalement la musique crée un peu une mélodie et ça t'aide. Et de la même façon, ça peut motiver aussi, c'est entraînant la musique, donc ça amène de l'énergie, je trouve. Donc du coup ça m'accompagne pas mal sur le bateau. Et t'écoutes pas de gens qui parlent parfois, des émissions, des podcasts, des gens qui racontent des histoires? Si, et du coup sur le bateau, c'est assez rigolo, comme je parlais de la musique anglaise, musique française et musique comme la tienne qui est musique à texte et avec des textes qui sont très forts. Et quand je fais du solitaire en bateau et que je parle longtemps, ou à un moment donné t'as plus le contact avec tu parles pas avec des gens, ou moins que dans la vie normale, et du coup je me retrouve à réécouter beaucoup de musique à texte que je définirais à texte pour t'accompagner plus que pour te concentrer là. Oui, je pense pour m'accompagner. Et évidemment aussi j'écoute beaucoup de podcasts, des émissions, parce que c'est assez propice à ça, quoi. Ouais. Donc sur le tour du monde, j'ai une émission, je vais faire de la promo, mais j'aime beaucoup le temps d'un mi-voix. Je sais pas si tu connais l'émission sur France Inter. Je Daniel Fédé, ouais. Conseil quand tu feras de la randonnée. Ok. Longuement. Enfin bref, il y a quelques podcasts, et le podcast, entre autres, j'en ai écouté d'autres, mais avec toi sur le tour du monde en 2017, il y avait aussi pas mal le temps d'un mi-voix que j'écoutais beaucoup. Et d'ailleurs, donc tu viens de nous parler de la randonnée. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est aussi une sorte de traversée. Alors hier, pour ceux, comme je disais, qui pouvaient être au spectacle de Ben Mazué, on a eu cette chance de vivre une traversée avec des étapes, une arrivée à un refuge où tu nous as accompagnés là avec tes mots. Est-ce qu'il y a les mots des autres, les chants des autres qui toi t'accompagnent quand toi tu marches? Ah ouais. Alors moi j'écoute plutôt les gens qui parlent quand je marche, quand je suis tout seul. Parce que la musique, d'abord, elle va guider la fréquence de mes pas, et du coup, parfois, ça va aller trop vite, et du coup, je vais être essoufflé. Je sais pas marcher autrement que en cadence, tu vois. Donc du coup, il faudrait que ce soit toujours la bonne cadence, et j'ai pas trouvé d'appli encore qui me fait tout le temps, je sais pas, 72 BPM sur toute la longueur. Donc si tout d'un coup, il y a un truc rapide, je me mets à m'essouffler, c'est une catastrophe. Donc j'écoute plutôt des gens qui parlent, j'écoute plutôt des histoires. Moi, j'ai un truc avec les podcasts de faits de société, de faits divers terribles, gravissimes, avec des meurtres, des trucs horribles. Je sais pas, ça me détend, quoi. C'est assez étrange. Je sais pas pourquoi, mais c'est étrange, parce que c'est quand même à chaque fois horrible. J'écoute aussi parfois ça avant de m'endormir, ce qui me fait faire des rêves terribles. Inspirant. Avec des éventreurs, des trucs terribles. Je sais pas pourquoi, mais je sais que je suis pas le seul. J'avais entendu une interview de Benoît Poulvord qui disait qu'il s'endormait avec Faites entrer l'accusé, tu vois. Donc, Alors du coup, finalement, on n'est pas proche du parce que quand je marche, je pense, j'avance, je rêve. Tout à fait. Alors, de toute façon, l'essentiel est dans le silence. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de bien aussi d'être dans le silence, parce que je pense aussi, à mon avis, moi, j'ai vraiment découvert la marche à pied aussi parce que on est très très sollicité de nos jours avec le téléphone, etc. Et donc du coup, en marchant, on est sollicité par rien. Enfin moi, du coup, je peux pas lire mon téléphone, sinon je vais tomber. Et cette transe de la marche ou de la course à pied me permet effectivement de rentrer dans des pensées qui en plus ne sont pas des pensées de tâches. C'est-à-dire, je suis pas en train de me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Au contraire, tout d'un coup, je suis un peu déchargé de ces tâches
Et je peux enfin revenir à ces pensées que j'aime tant, qui sont des pensées créatives, de genre ah tiens, je pourrais penser à ça, je pourrais fredonner ça et tout. Ça me décharge des tâches de la charge mentale, en fait, simplement, qui grandit avec l'âge et avec les responsabilités, en fait. François, on a le temps de rêver aussi sur un bateau, où quand on est en compétition et qu'on est en course, on n'a pas le temps, on a beaucoup trop de choses à faire. Comment ça se passe? Est-ce que tu reconnais dans ce que dit Ben? Si, ouais, je pense qu'on a le temps. Il y a une partie du cerveau qui rêve et qui rêve un petit peu dans le jour pour la simple et bonne raison qu'on dort pas beaucoup aussi sur le bateau. Donc ça, c'est un autre problème qu'on a, c'est surtout en solo, c'est qu'en fait on dort pas ou très peu, donc on n'a pas le temps de rêver normalement dans son lit. Et du coup, on a, je pense, alors le cerveau, il a besoin de rêver. Ça, c'est indispensable. Et donc, si tu le prives de rêve, il dit ok, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, et puis au bout d'un moment, il dit non, mais ça marche pas comme ça. J'ai besoin de rêver, c'est vital. Et donc, il va commencer alors à la forme la plus extrême, il va rêver de jour quand tu penses être réveillé et tu as des hallucinations. Donc, c'est ce que pas mal de marins en solo peuvent vivre. Et puis, entre la grosse hallucination où tu vois vraiment quelqu'un dans un autre monde, ce qui peut être dangereux. Ça t'est arrivé? Ouais, bien sûr. Ouais. Quel genre d'hallucination? Oh bah tu vois, les premières hallucinations, en général c'est plutôt quand même la nuit où t'es encore plus fatigué, t'es dans le noir, où tu vois pas grand chose, et donc déjà tu vois dans la mer où t'as des déferlantes, etc., tu vas penser voir des bateaux. D'accord. Ce qui... Enfin voilà, attends, excuse-moi, les premières hallucinations que j'ai, moi c'est des hallucinations auditives aussi. Ok. Donc t'entends des voix. Ouais, où tu penses que ouais, il y a la radio qui est allumée, ou justement qu'il y a toute la musique, tu dis mais non, je l'ai éteint. Mais tu sais, ça revient en fait, la musique ou la radio, enfin t'entends des choses. Après la deuxième, après je pense que c'est très personnel, hein, donc ça dépend des gens. Donc moi c'est plutôt auditif d'abord. Et ensuite, éventuellement, tu vois, même des bourdonnements, des choses comme ça, hein, comme on peut avoir quand on est très très fatigué. Et puis après, tu peux voir des choses. Donc la nuit, tu penses voir un bateau, puis tu regardes bien, tu frappes les yeux, non, il n'y a pas de bateau. Et je pense que la première fois, c'est ton cerveau qui l'a créé le bateau. Ok. Donc tu peux les critiquer quand même, les hallucinations. Tu vas pas jusqu'à... sauf quand c'est too much, quoi. Ah ouais, c'est ça, il y a un moment donné, tu vois, tu rentres un peu dans l'hallucination, puis tu ressors, tu ressors, et puis il y a des moments, tu rentres, et puis tu sais pas combien de temps tu rentres, mais tu peux rentrer 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Non, c'est pour ça, ça peut devenir dangereux. Donc il faut faire attention. Donc, dès que tu t'entraînes un peu à ça, tu perçois le truc, et donc voilà, tu sais, parce qu'en général t'es plus très très performant quand même. Dès que tu commences à l'hallucination, c'est qu'il faut mieux aller s'assoupir. Ouais. Mais tout ça pour dire que du coup tu rêves un peu éveillé, parce que tout ça c'est juste le cerveau qui dit j'ai besoin de rêver. Si dans ton lit tu vois un éléphant rose qui se balade, et ben du coup de jour tu vas te retrouver à halluciner à voir un éléphant rose, parce que ton cerveau il a besoin de voir un éléphant rose qui passe de temps en temps. Et ce qui peut être un peu bizarre, et donc le cerveau en fait a ce besoin de repos, et donc il y a des moments où tu vas faire des tâches qui sont, on va dire, pas très conscientes. Tu barres un bateau, donc c'est très sensitif, tu as la sensation, tu vas barrer un bateau, et pendant ce temps, ton cerveau il va vagabonder, comme quand tu cours ou tu marches, ton cerveau il se met dans ce mode de rêve éveillé que je trouve hyper intéressant, parce qu'en effet je pense qu'il est super créatif, parce que tu rêves un petit peu, et en même temps tu as une partie de ton cerveau qui est quand même en conscience, donc que tu retiens mieux, tu peux conduire un petit peu plus le rêve que quand tu dors complètement, quoi. Je pense aussi que François et moi on a des métiers solitaires, et donc du coup on peut avoir des réunions avec nous-mêmes un peu partout, quoi. On n'a pas besoin de faire de Zoom. Et donc du coup c'est vrai que moi marcher c'est vraiment une super réunion avec moi-même, je crois, pour faire des plans sur la comète, hein, ou même parfois des trucs très concrets, mais je veux dire, j'ai l'impression d'être beaucoup plus créatif, actif dans ma pensée, que lorsque je suis assis face à mon ordi, c'est sûr. Et là, en fait, ce que vous évoquez tous les deux, c'est quand même aussi une hypersensibilité qui est liée à des conditions extrêmes, le manque de sommeil, et une forme de recherche d'intensité. Alors, quand j'ai su qu'on vous recevait tous les deux, je résistais pas à l'envie de lire un tout petit extrait de quelqu'un qui, je sais, t'est cher, Jacques Gamblin. Ouais. On avait eu l'occasion d'en parler, notamment pour son spectacle Tout est normal, mon cœur scintille. Jacques Gamblin, il a écrit une correspondance à Thomas Coville, dont François, tu as battu le record l'année suivante du Tour du Monde en solitaire. Et il y a un extrait que je trouve magnifique sur cette question, et je me demandais si c'est un petit peu dans la même perspective que tu as envoyé ce medley à François.
Je ne te lâcherai pas. Je t'écris mes bêtises pour rejoindre ceux qui veulent aller de l'avant, les militants de la joie, de la folie, des possibles, les hommes qui sont avec. Avec quoi? Avec. Toi-même fais partie de ceux qui disent oui. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui sont tentés par la chance et qui la tentent. Tu as pris la mer par l'épaule et le vacarme du vent et les grands silences blancs. Pas mal. Ouais. Nous aussi, on sort une correspondance l'année prochaine. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est aussi une façon que tu as, toi, par ta musique, mais de rechercher cette aventure, cette intensité? Ah oui, complètement. Tout à fait. Ouais, moi, je pense que je fais ce métier justement pour l'intensité que ça me procure. Et parfois, par exemple, le track, moi, je suis très traqueux. Et je pense que je suis très traqueux parce que quand on fait un concert, il y a une possibilité pour qu'il y ait un moment d'intensité gracieuse, immense, très grand. Pas orgasmique, mais parce que c'est très long, mais dans cet ordre-là. Ou alors, ça peut être raté. Et donc, du coup, c'est normal qu'on ait le track, en fait, parce qu'il y a vraiment une chance pour que ce soit extraordinairement incroyable ou tout à fait moyen. Et cette intensité-là, on la vit, elle n'est pas illégitime. Moi, je trouve pas. Quand les gens me disent, mais t'es très traqueux, je dis oui, je suis très traqueux, mais c'est logique, en fait, en quelque sorte, parce qu'il y a vraiment une chance pour que ce soit extraordinaire, comme une chance pour que ce soit raté. Et cette intensité-là, je pense que si je la vis, si je le fais tous les jours, c'est parce qu'elle me plaît, en fait. J'aime prendre ce risque-là. Alors, au moment de le faire, 5 minutes avant de monter sur scène, j'aime pas du tout. Je me demande vraiment à chaque fois pourquoi j'ai choisi de faire ce boulot. Mais après, quand je sors d'un concert réussi, ou même raté, je dois dire, je suis toujours content d'avoir pris ce risque, d'être allé vers cette intensité de vie que je trouve essentielle. Une raison de vivre, comme on disait. Enfin, comme je disais, voilà. Une raison de vivre qui n'est donc pas toujours joyeuse, mais au moins qui a une raison de vivre. C'est la même chose sur mer, François. Ces conditions extrêmes, finalement, est-ce qu'elles sont périlleuses, on les craint, ou est-ce qu'on les recherche un petit peu? Je pense pas qu'on recherche le danger, mais on recherche l'émotion, on recherche la vie, et forcément, la vie, il y a un peu de risque dans la vie. Sinon, c'est plat, donc je pense qu'on cherche de l'émotion. Enfin, j'en suis même convaincu, parce que je sais pas exactement ce que c'est la vie, mais pour moi, c'est des émotions. Et j'ai l'impression que dans une vie, entre guillemets, normale, tu vas vivre des émotions, parfois incroyables, mais bon, pas avec la même intensité que ce que j'ai la chance de vivre en course large, quoi. J'ai l'impression qu'en course large, pour plein de raisons, mais tu as une accumulation, tu vas être extrêmement heureux, ou parfois désespéré, abattu, c'est pas que positif, mais en tout cas c'est très intense. Et ça s'accumule d'une manière qui est dingue, quoi. Tu vas 10 fois par jour avoir un truc qui t'arrive dans une vie normale, 1 fois par an, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que finalement, c'est une espèce de condensé de vie, parce que tu as une richesse d'émotions qui est dingue. Et la victoire, qu'est-ce que ça fait, la victoire? C'est une émotion. Ouais, non, mais qui est essentielle? Non, non, je crois pas. Après, je dis ça, évidemment, t'es sportif, compétiteur, t'en as probablement besoin, mais fondamentalement, je pense que c'est pas le truc le plus important à mes yeux. Je dis ça, peut-être je me mens à moi-même en disant ça, j'en sais rien, mais je crois pas, honnêtement, je crois pas. La Route du Rhum en 2018, je termine 2e, donc je gagne pas, et en même temps, forcément c'est une frustration, forcément c'est une déception, forcément t'es compétiteur, t'es pas là pour terminer 2e. Néanmoins, j'ai vécu une course qui était dingue, j'ai vécu une arrivée qui était dingue. T'as amené 2e avec 7 minutes de retard. Ouais, c'était hyper serré et tout, et puis après toute la course fait qu'il s'est passé, j'aurais pu ne pas arriver, il y a T'as une avarie plein dès de le début, problèmes, j'ai cassé un foil, un safran, bref, le bateau il était complètement cassé, quoi. Donc déjà j'étais très très content d'avoir traversé l'Atlantique, j'étais content d'arriver en Guadeloupe un petit peu devant Francis Joyon, mais bon, bref, après je me fais doubler. Et honnêtement, évidemment, ce que je veux dire, c'est que quand t'es compétiteur, tu peux pas
tu es obligé de te construire avec des victoires, parce que je pense que c'est important pour la confiance, pour tout le travail aussi, parce qu'il y a toi, mais derrière, je parle solo, mais il y a quand même énormément de gens qui travaillent derrière nous, hein, dans la course au large. J'ai quasiment une 50aine de personnes qui travaillent autour de mes projets aujourd'hui, c'est énorme. Et eux, ils cherchent des émotions aussi, mais ils ont besoin aussi, quelque part, des fois, de se dire que leur travail, il est jugé, il est bon, quoi. Donc on a besoin de gagner de temps. Mais l'exemple de la roue du Rhum montre bien que, non, franchement, cette roue du Rhum, je m'en souviendrai toute ma vie. Et pour moi, elle est belle, elle était intense, et jusqu'au bout, j'aurais pu gagner, entre guillemets, sans qu'il se passe rien à la fin, et oui, c'était chouette, hein, je crache pas sur une victoire sur la roue du Rhum, c'est cool. Mais c'est rare d'entendre ce genre de discours de la part d'un... Enfin, franchement, c'était dingue, et c'est une chance de pouvoir vivre un truc comme ça. Donc c'est encore mieux quand tu as des émotions intenses et qu'à la fin tu gagnes. Bien sûr. Le globe avec Armel, évidemment c'est facile de dire... c'était cool parce que c'était intense, c'était hyper incertain, c'était tout, plein de choses, et puis à la fin tu gagnes, t'es content. Mais non, je pense vraiment, et heureusement, parce que sinon la compétition n'aurait pas de sens, parce que y en a qu'un qui gagne, hein, donc ça sert à rien de faire. Enfin, c'est un truc, on va tous être malheureux si on ne peut s'épanouir que dans la victoire. Moi, c'était l'idée que je me faisais d'un sportif de haut niveau. J'avais l'impression que c'était des gens qui avaient un goût de la victoire qui quasiment était parfois maladif. Je pense qu'il y en a certains qui sont incapables même de perdre, même si le scénario, même si l'aventure a été extraordinaire, même si le public a pris son pied énorme, si à la fin ils n'ont pas gagné, ça n'a servi à rien pour eux. J'ai déjà entendu ces discours-là, notamment dans le foot, dans le tennis. Il y a parfois des gens, le public a vécu un truc extraordinaire, ils ont perdu 5-4, ça a été un scénario extraordinaire, ils sortent du match et ils te disent c'était l'horreur. Alors que toi, tu sors d'un scénario incroyable et tu arrives, tu vas féliciter Francis Gégeon en disant ah, c'était vraiment une course incroyable. Et j'ai l'impression que cette sagesse-là, dans le sport de haut niveau, tellement quand même, t'es biberonné à la compétition quand même, comme tu dis, l'idée c'est quand même de gagner parce que c'est essentiel pour tout le monde. Je trouve que c'est très sage. Voilà. Merci. Ouais, avec plaisir. Mais oui, effectivement, c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et en même temps, là, on a vraiment envie de dessiner un pont entre vous deux autour de ces questions de l'épreuve qu'on dépasse, de la défaite. C'est vraiment au cœur de cet album Paradis, de vraiment prendre le temps aussi de dépasser cette notion du temps. Tu le disais encore hier, elle est importante. Et François, tu as fait quelque chose que finalement peu de navigateurs à très haut niveau font. Tu as fait une pause, toi, avant le confinement. Oui, mais c'est juste que j'étais fatigué. Il y a plein de sportifs qui, à un moment donné, ont besoin de ces petits breaks. Alors. Et donc voilà, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, marins, on a des carrières qui sont assez longues. Donc il y a certains sports de haut niveau où ça dure 3, 4, 5, 10 ans. Nous, les marins, et en l'occurrence, on prend l'exemple de la roue du Rhum, Francis Joyon, 62, 63 ans, je sais plus, enfin plus de 60 ans. Voilà, ça fait 40 ans qu'il fait de la course au large, donc il y en a peut-être qui sont capables de faire de la course au large en pensant qu'à ça, 5 jours, 7 jours sur 7, toute l'année, pendant 40 ans, mais bon, c'est quand même un peu épuisant si tu le fais comme j'aime faire du haut niveau et du bateau, c'est-à-dire à fond. Voilà, à un moment donné, le corps il fatigue et donc tu as besoin de faire des breaks. Donc, je pense que c'est assez logique finalement. Si tu veux durer quelque part assez longtemps, garder l'énergie, il faut savoir faire un petit break de temps en temps. Pour revenir sur la question de Gabriel et sur la question de l'épreuve, est-ce que, on parlait tout à l'heure au tout début de cette conversation de la quête qu'on peut avoir dans une vie, est-ce que la quête est plus belle quand on a réussi à surmonter les épreuves de cette façon, qu'on a besoin de ces épreuves pour que l'aventure soit plus riche et que finalement la destination, quand le but atteint, soit plus fort? C'est sûr que oui. Hein. Ouais. Moi, je suis jamais aussi content que quand j'ai résolu un problème qui avait l'air d'être impossible à résoudre. Notamment parce que c'est un peu mon fond de commerce dans le couple. Je trouve que quand on a un énorme problème de couple et qu'on arrive à travers la communication à
dépasser ce problème-là et le résoudre, on s'aime tellement mieux et plus. Donc c'est un peu pareil dans le reste de la vie. Ouais, carrément. Tu parles beaucoup du couple, tu parles de la famille aussi et de tes enfants, avec une chanson semaine A, semaine B qui est très, très touchante. Et là aussi, il y a un écho d'une certaine manière. Je sais que tu as des enfants aussi, François. Comment on vit l'un et l'autre, alors ces temps séparés? Alors toi, ça passe d'une semaine sur l'autre, Ouais. l'attente de les retrouver, et puis ces semaines qu'on meuble, et puis la joie infinie quand ils sont là. Quand on part en course, c'est pas sur le même temps, c'est pas une semaine A, une semaine B, mais comment on gère ça, la distance de la famille C'est forcément pas simple, parce que quand t'as des gamins, t'as envie d'être avec eux tout le temps. Bon, il y a des moments où t'as envie, je suis bien content là d'être ici, je vais les retrouver tout à l'heure. Ouais, c'est juste des petits décalages, mais grosso modo, t'as pas envie de partir plusieurs semaines, évidemment non. Après, mon métier, alors oui, il y a cette partie où tu pars faire un tour du monde, tu pars faire une transat, et de fait, t'es loin pendant... T'essayes que ça dure le moins longtemps possible, malgré tout. Mais Pas si mal, d'ailleurs. ouais, je me demande si c'est peut-être voilà, parce que je suis très très bien en mer, mais je fuis pas la terre. Enfin, je suis... C'est pas... Enfin, j'aime bien revenir, quoi. J'aime bien partir, j'aime bien revenir. Et je pense que c'est vachement important, parce qu'en effet, si t'es peut-être trop bien en mer, tu fais peut-être pas de la course, finalement, tu vis différemment, tu vas en mer, et puis t'y restes, ou tu prends le temps d'y rester, quoi. Ce que j'aime faire en famille, en croisière, et ça, je trouve ça génial, et j'espère dans les années qui viennent, d'ailleurs, pouvoir avoir le temps de faire des voyages en famille, comme j'ai eu la chance de le faire quand j'étais gamin, parce que c'est quand même quelque chose de très chouette. Et pour répondre, pour essayer de mettre aussi un peu dans la réalité, c'est mon métier. Oui, aujourd'hui, cette année, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une Transat Jacques Vabre à la fin de l'année, au mois de novembre, génial. Ça va durer une quinzaine de jours, donc évidemment, c'est extrêmement long quand tu as des enfants en bas âge et tout. 15 jours, c'est très long sans leur papa. Et en même temps, il y a plein de métiers où tu es moins souvent là. Il y a plein de sportifs, il y a plein de métiers, même des gens qui se déplacent, qui sont pas chez eux tous les soirs. Alors que moi, finalement, là, les 6 premiers mois, on a construit un bateau. J'étais, à part, là, typiquement, je suis là à La Rochelle, je suis pas avec mes enfants, c'est le week-end. Je vais les retrouver tout à l'heure. Donc, il y a forcément des déplacements, mais grosso modo, je suis quand même très souvent à la maison. Je vais m'entraîner là à partir de la mise à l'eau et jusqu'au 7 novembre. Alors, je vais faire évidemment quelques nuits en mer, mais on va faire 1, 2, 3 nuits. Oui, enfin, je veux dire, il y a plein de métiers où on part bien plus longtemps. Et donc voilà, c'est juste pour mettre ça un petit peu en décalage et comparer même à de la voile olympique, du dériveur, où les gens ils reviennent tous les jours, tous les soirs, ils naviguent pendant quelques heures, mais souvent quand tu fais de la voile olympique, tu es quasiment en déplacement toute l'année, parce que les régates se font à l'autre bout du monde. Tu as tous les sportifs qui font tennis, je sais pas moi, les sportifs qui sont en World Cup toute l'année, où tu vas de pays en pays et t'es pas forcément souvent là. Donc voilà, c'est juste pour moi je relativiser un peu tout ça. Ouais, puis je pense que c'est pas la qualité de la relation que tu peux avoir avec tes enfants, elle dépend pas de ton temps de présence en fait. Moi je travaille avec des musiciens parce que je fais de la musique et souvent il y a pas mal de musiciens dont le père ou la mère était musicien ou musicienne lui-même, donc tout le temps sur la route, et qui pour autant ont eu cette influence tellement forte que leurs enfants sont devenus musiciens eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'on peut avoir de l'influence, de l'impact, de l'amour, des valeurs qu'on défend sans être tout le temps présent. Je pense pas que c'est une course non plus à être tout le temps là. Si tu es tout le temps là et que tu regrettes, je pense que le message il est moins bon que de dire bah ouais, je suis parti faire ce que j'aime dans la vie, et mon fils ou ma fille, je te conseille de faire pareil en fait. Et peut-être que tu verras pas beaucoup tes enfants, mais si tu fais ce que tu aimes dans la vie, à mon avis, on sait pas tromper de message. Je pense que c'est pas mal. Et pour revenir à semaine B, c'est pas tout à fait non plus la réalité de mon quotidien, surtout en tournée, quoi. Où c'est plutôt moi A, moi B, enfin moi A et moi A prime, pour l'instant. Et c'est pas grave, parce que c'est pareil, j'ai prévenu, j'ai expliqué, et encore une fois, je leur dis, je suis en train de vivre une vie, la vie que j'aime. Donc je pense que c'est un message qui compte. Tu parlais tout à l'heure, Ben, du lien historique qu'il y a dans la chanson française entre la chanson et la navigation.
Ouais. Moi, je suis allé relire les paroles de le tout premier titre de ton tout premier album, dans Case Départ. Et dans Case Départ, tu écris la musique, c'est ma quille. Donc déjà, toi aussi, dès ton premier titre, tu empruntais ce vocabulaire de la navigation. Et je me demandais ce que ça évoquait pour toi, justement, la navigation. Là, on a beaucoup parlé de François sur un bateau. Est-ce que pour toi, la mer, c'est aussi une source d'inspiration, et notamment d'inspiration musicale? Alors, complètement. Alors déjà, moi, alors, il faut que je me rassemble Voilà, sur cette vous étiez question. en direct sur ce Oui, 17. c'est une source On va d'inspiration musicale par le fait que ce soit François Gabard et cette Ben grande Zuazui étendue, très accueillante, continuer très leur inspirante, dialogue et le fait d'avoir l'horizon, moi, me fait beaucoup avec bien. Ensuite, la mer, numéro 1. à travers les artistes, il y a encore On une vous fois dit à Renaud, très moi, qui m'a bientôt beaucoup parlé, sur parce qu'en plus, C17. Renaud, il a fait une pause à un moment dans sa carrière pour construire un bateau